Chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est un joie immense pour moi de recevoir René Naba, qui n'accepte pas qu'on l'appelle monsieur. René Naba est un ancien correspondant de guerre de l'AFP dans le monde arabo-musulman, surtout principalement en Moyen-Orient, si je ne me trompe pas. Alors, René Naba est le consultant du Guépard.net sur tout ce qui concerne les questions internationales. C'est son domaine qu'il connaît très bien et vous vous en rendrez compte très bientôt. Alors aujourd'hui, notre émission a pour objectif de parler un peu, de permettre à René Naba de donner sa lecture de cette décision française consistant à retirer l'armée française au Mali. Alors, sans plus tarder, je veux demander à René Naba de nous dire quelle lecture fait-il de cette décision du président Macron de retirer l'armée française au Mali. Disons que c'est une décision à plusieurs niveaux. Je vais essayer d'être pédagogique parce que c'est très complexe. Ça joue pour des considérations de politique intérieure, de politique internationale, de la situation, l'équation personnelle électoralement d'Emmanuel Macron, du passif français en Afrique. Donc ça va mettre en cause beaucoup de choses. La première chose, d'une manière sous-jacente dont on ne parlera jamais, cette décision brutale, c'est pour éviter que les djihadistes du Mali, ou au Mali, parce qu'ils sont pluriels et complexes, les djihadistes au Mali ne s'intronisent pas comme des grands électeurs de la prochaine consultation électorale présidentielle française en 2022. La compétition est très serrée et pour l'instant, il y a deux candidats qui émergent, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc, il suffirait que les djihadistes frappent un grand coup en période électorale, c'est-à-dire à partir de février-mars, ou même avant la veille du premier tour, pour qu'il y ait, oh là là, l'Afrique, tout ça. D'abord, ça va développer une xénophobie. Les thèses de l'extrême droite xénophobe vont se prévaloir. Alors, pourquoi on n'est pas en sécurité? Qu'est-ce que c'est de l'ingratitude? L'Afrique, on n'a pas de fardeau à porter. Ça va créer et donc ça va faire basculer l'électorat petit bourgeois et toute la qualité, ceux qui ne réfléchissent comme ça au premier degré, pas plus, vers un vote pour les tenants des thèses ultra-sécuritaires. Emmanuel Macron va voulu écarter cette menace, au moins qu'il n'y ait pas de chantage de djihadistes qu'ils ne pèsent pas d'une manière ou d'une autre sur les élections présidentielles françaises. Emmanuel Macron ne vous le dira pas. Tous les grands commentateurs français qui vous saturent les ondes ne vous le diront pas, parce que leur lecture, c'est toujours au premier degré. C'est pour ça que moi, je préfère m'adresser à la périphérie, pour que vous puissiez réfléchir et que vous ne soyez pas toujours tributaire de la pensée dominante française qui vous a conditionné pendant 6 siècles de colonisation. Donc, le premier motif sous-jacent, c'est d'écarter, ôter toute possibilité aux djihadistes au Mali d'être les grands électeurs de la consultation électorale, des élections présidentielles françaises de 2022. Ça, vous l'entendrez nulle part ailleurs. Donc, des grands électeurs indirects, par, si j'ai bien compris, quand ils feront des mouvements et que des Français tombent, ça donnerait des arguments à Marine Le Pen éventuellement pour un peu affaiblir Emmanuel Macron. Oui, ensuite. Donc, c'est pour vous dire à tel point la friabilité de la vie politique française. Il suffit d'un attentat pour changer le cours des élections. Alors que la Ve République, le socle de la Ve République, était reposé sur un duopole, les gaullistes et les socialistes. De Gaulle, puis Pompidou, puis Chirac ont gouverné pendant 30 ans, Mitterrand 15 ans, et Hollande après. Et donc maintenant, ils sont tous en voie d'évanescence. Les deux seuls partis qui émergent, c'est le Front National, c'est-à-dire le représentant du courant vichiste de Pétain que De Gaulle a combattu. C'est une défaite historique pour De Gaulle que le Front National ait des taux aussi élevés. Et actuellement, un transfuge des socialistes, en même temps Macron. Cela
de considération électorale. Deuxièmement, Oui. il faudrait faire une lecture très précise. Serval, puis Sanguiri, puis après Barkhane sont intervenus au Mali en 2011 après l'intervention d'Ansar el-Din, l'invasion d'Ansar el-Din dans le nord Mali. Et lorsque Serval a été ordonné par Hollande, c'était, je pèse bien mes mots, la première intervention directe de la France en solitaire dans son pré-carré africain depuis la fin de la guerre d'Algérie. La fin de la guerre d'Algérie en 1960 et Serval, c'était 40 ans après, en 2011. C'était la première, donc c'était le test de la capacité de la France à se comporter en tant que grande puissance dans sa zone d'action privilégiée. Auparavant, il y a 20 ans avant Serval, il y a eu Kolwezi, une opération de parachutiste sous Giscard d'Estaing. Il est intervenu au Congo Kinshasa. C'était une opération de police, il a liquidé les gens et il a consolidé le pouvoir du Congo Kinshasa. Mobutu à l'époque peut-être. Pardon? Mobutu à l'époque. Oui. Bien sûr, mais c'est un détail. Et bizarre, c'était Bourguiba réclamait l'autonomie, la récupération de la base de Bizerte. De Gaulle lui a envoyé les bombardiers, ils ont tué. Et le Suez, c'était une opération franco-anglaise. Mais Serval, c'était français 100%. Voilà, opération. Oui. C'est une intervention directe française, la seule en solo, en tant que grande puissance, depuis la fin de la guerre d'Algérie. C'était le test de ses compétences et de son savoir-faire. Qu'est-ce qui s'est passé? La France n'a pas pu s'en sortir toute seule. Il a fallu qu'elle soit soutenue par les drones américains basés dans l'annexe de l'aéroport civil du Burkina Faso. Ça a peu de chance, disons. Il y a eu ensuite, le Serval, il a été maquillé, on a créé le MINUSMA, qui était une force de l'ONU, qui aussi a épaulé la force française. Donc la France, de moins en moins, son rayon d'action, il était prioritaire et principal, mais il était écorné au fur et à mesure des interventions de l'autre. Il y a eu des troupes africaines, le Tchad est intervenu, d'autres pays occidentaux sont intervenus, de l'Union européenne, de l'ONU pour l'aider. Même la protection des bases de l'ONU et françaises dans le nord du Mali a été confiée à des Israéliens. 40 bases françaises, européennes, onusiennes dans le septentrion Mali. La protection de ces bases-là a été confiée aux Israéliens. Donc la France, qui était grande puissance, elle marchait avec des béquilles. En plus, elle n'avait pas les moyens parce qu'il y avait le plan Vigipirate. Le plan Vigipirate coûtait 300 000 $ par jour. Sur l'ensemble de l'année, ça faisait 3 milliards. Sur 10 ans, 30 milliards. Donc ça a épuisé le budget français. À cela s'ajoutent les coûts de l'opération de la pandémie du Covid, plusieurs milliards qu'on a injectés, plus les guerres en Libye et en Syrie. La France est à bord de l'apoplexie financière. Donc, la décision, au-delà des considérations électorales, la décision de la France de mettre un thème à une intervention directe dans le Barkhane pour l'enrober dans une opération collégiale, que ce soit des Européens ou l'ONU, pour prendre en charge, pour partager les fardeaux, marque l'essoufflement, je dis bien l'essoufflement d'une grande puissance dans son précaré africain. La France n'est plus une grande puissance. Ça, c'est la preuve que la France n'est plus... C'est vrai, elle a encore la bombe atomique. C'est vrai qu'elle a l'aviation, l'armée de terre, les porte-avions, il a tout. C'est le seul pays de l'Union européenne qui a la bombe atomique et une flotte navale, des aéroports, des porte-avions. Porte-avions, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, qui était interdit. Mais elle n'a pas pu tenir au-delà. Ça coûte cher, les interventions. Alors, 300 000 d'euros par jour de frais des heures supplémentaires, les frais de matériel, les frais de nourriture, les déploiements et tout. Et en plus, il y a eu pas mal de morts, des otages, il n'a pas eu payé des rançons. Ça marque l'essoufflement de la France
Dans son précaré africain. Alors, que ça. La décision est intervenue en juin. Sachez-le. Je suis là pour vous montrer des angles que très peu à vos yeux. Ça vient 3 mois avant la décision américaine de se retirer d'Afghanistan. Ça accrédite l'idée dans le quart monde des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, non seulement que, c'est-à-dire, il y a une contraction des puissances occidentales face à leurs adversaires terroristes dans leur guerre asymétrique contre le terrorisme. C'est pas la première fois qu'ils battent en retrait, les Occidentaux, dans des guerres asymétriques où il y a des puissances réglementaires, des armées régulières gouvernementales et des guerrilleros terroristes, appelez ça comme vous voulez. On se retire d'Afghanistan au terme de 20 ans de guerre. On s'est déjà retiré d'Irak, quitte à revenir, et maintenant on va se retirer du Mali. C'est déjà un début de la fin de la majesté impériale de l'Occident dans la gestion des affaires du monde. Prenez date de ces décisions. L'année 2021 est une année charnière. Voilà ce que j'ai voulu vous dire en peu de mots. Alors, René, dans ces conditions, est-ce que l'échec que vous venez de dire peut marquer un tournant dans ce qu'on a toujours qualifié de France-Afrique, c'est-à-dire la même mise de la France sur les pays africains, sur leur politique et sur leur économie? Ça dépend de 2 facteurs. Que les Africains prennent conscience des bouleversements qui sont en train de s'opérer, et ma fonction dans ces interviews, que me fait l'honneur de Guéparnet, c'est d'éclairer leur lecture des événements. La France se retire pour diverses raisons. Il y a un essoufflement, j'ai dit le coût de Barkhane, le coût humain, les échéances électorales, mais il y a pire que ça. La France est le seul grand pays membre permanent de l'ONU qui n'a pas développé un vaccin contre le Covid. Il est tributaire d'achats de Covid des autres puissances étrangères. La Chine a développé un vaccin, la Russie a développé un vaccin, les Anglais ont développé un vaccin, les Américains ont développé un vaccin. La France, malgré l'Institut Pasteur et tout ce que vous voulez, n'a pas pu développer un vaccin. Elle a été tributaire pour s'immuniser des achats massifs de vaccins des autres puissances, donc avec des devises, et même les achats de masse. Premièrement. Donc c'est la grande vaincue, la France, de la pandémie du Covid. Elle est la grande vaincue de la guerre de Syrie. Elle est affinitaire maintenant, elle n'a plus aucun rôle. La grande vaincue de la guerre de Libye. La grande vaincue de la mondialisation, parce qu'elle a tellement délocalisé que Macron, en pleine pandémie, il a dit on va revenir vers le marché intérieur plutôt que de délocaliser pour redonner un tissu industriel sa consistance. Quatrièmement, cinquièmement, c'est la grande vaincue de l'Union européenne. Au départ, la France était membre fondateur de l'Union européenne. Les affaires européennes étaient traitées à 50%, 60% dans la langue française. 70 ans plus tard, la France est vaincue par l'Allemagne qui est le moteur de l'Union européenne, et c'est la langue anglaise qui a supplanté le français dans la gestion de la bureaucratie européenne, quand bien même l'Angleterre s'est retirée de l'Union européenne. Donc c'est une grande vaincue sur tous les lieux. Ça, sachez-le. Et donc, pour vous, il y a une vulnérabilité, c'est que vous continuez à penser que les formules d'avance sont toujours rentables avec les djembés, les mallettes, vous êtes assumez vos propres destins. Il n'y a pas que la France. Déjà, la Chine a supplanté la France et le Royaume-Uni, et c'est une des conséquences indirectes du retrait précipité de la France, qui est une mauvaise manière pour le Mali, cette brutalité, c'est que la Russie est en train de prendre le vide comblé, laissé par la France. La Libye, la Russie, depuis 2014, c'est-à-dire depuis que les sanctions européennes et américaines ont été édictées contre la Russie pour punir la Russie d'avoir annexé la Crimée, et la Russie, pour contourner ces sanctions, s'est ouverte de nouveau sur l'Afrique.
Et elle a conclu de 2014 à 2020, les 5 dernières années, 19 contrats de coopération militaire et sécuritaire avec 5 pays africains, tous dans l'espace francophone d'Afrique occidentale française. Bon, il y a l'Angola, c'est un partenaire historique, mais il y a le pétrole. Donc, il leur fournit une expertise médicale, militaire et sécuritaire, mais en échange, il s'arrange pour la politique des gisements pétroliers et d'autres ressources naturelles. Guinée-Bissau, c'est aussi un État pétrolier. Donc, il a fourni une assistance militaire, certainement à la garde présidentielle, et des expertises en matière de sécurité pour mater les contre-révolutions. Et, comme le pétrole aussi, il traite avec eux pour avoir une politique unifiée des prix. Il y a ensuite la Mauritanie, quand même, qui est le précaré de Sénégal par rapport à la France, le Mali et la République centrafricaine. La symbolique, la République centrafricaine, centre de l'Afrique, la garde prétorienne du régime est assurée par la Russie et non plus par la France. Parce que les Centrafricains doutent un peu de la France, qu'elles veulent faire des magouilles, donc ils ont préféré traiter avec les Russes, leur confier leur sécurité présidentielle plutôt que la France. Donc ça peut être l'amorce d'un nouveau changement, d'une nouvelle prise de conscience qui serait davantage poussée plus loin la décision de renoncer au franc CFA et petit à petit de se construire une nouvelle indépendance, enfin l'indépendance qui avait été bafouée dans les années 60 et qu'il est temps que les Africains commencent à assumer pleinement, sans prendre le risque. Il nous importe peu qu'un tel président dictateur soit protégé par la France. Il nous importe davantage que les peuples africains, quels qu'ils soient, aient le courage d'affronter leurs dictateurs pour les renverser et commencer à fonder de nouvelles démocraties. Ils gagneraient d'abord le respect d'eux-mêmes, ensuite le respect du monde, plutôt qu'on soit la risée de tout le monde. Comment pensez-vous un instant que les Africains qui ont été colonisés pendant 6 siècles envoient leurs ressources à entretenir le niveau de vie des dirigeants français qui fument des cigares, ils boivent du champagne, mangent du caviar, alors que le peuple africain meurt de faim, il meurt en tentant de traverser la Méditerranée pour essayer de gagner leur pain et nourrir leur famille. C'est a été un scandale et la honte de l'Afrique. J'espère qu'avec ces propos-là, on commence un sursaut de la dignité qui va commencer à agiter toute l'Afrique et je serai présent à ces rendez-vous pour encourager cette évolution. Alors, René, je pense que les internautes du Guépard, une nouvelle fois, ne seront pas déçus. Malheureusement, notre formule, c'est 15 minutes. On est à 17 minutes. On prend tellement plaisir de t'écouter que très souvent, j'ai du mal à mettre fin à notre entretien. Mais de toutes les façons... Mais oui. Une chose, oui. Parfois, il faut être au-delà du formalisme. 17 minutes avec au Guépard qui s'adresse à l'Afrique, c'est 17 minutes de gagner dans la conquête, dans la reconquête de la dignité des peuples africains. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, une question subsidiaire. Ben, depuis très longtemps, on se posait la question, pourquoi René Naba sort des informations? Bon, aujourd'hui, je peux dire, il n'y a pas eu d'informations extraordinaires, mais très souvent, même sur le site renenaba.com, j'ai vu des gens qui se posaient la question en disant, mais où est-ce que René, lui, prend ces informations qui sont vérifiables, mais qu'on ne trouve nulle part? Alors, quel est ton secret, bien que je sais que tu es un ancien journaliste? D'abord, je suis un homme de terrain. Ah. J'ai fait du terrain. Je ne suis pas un journaliste verbeux. Je suis assis, je lis les dépêches que les autres font. Moi, j'ai risqué ma vie pour piocher les informations et les apporter. Parce que j'étais un journaliste de terrain et un correspondant de guerre, comme tu l'as dit. Donc, je connais pas mal de pays que j'ai visités. Deuxièmement, je fais ce que d'autres ne font pas, parce que pour leur sécurité matérielle, leur confort, leur reconnaissance sociale, ils font du journalisme de salon. Ils répercutent ce qu'on leur dit, ce qu'on entend dans les salons. Moi, je traite les angles morts de l'actualité internationale. Les angles morts. Ce n'est pas les cadavres. C'est pas les cadavres. Les angles morts, j'y vais là où peu de gens vont pour y aller. Je procède à ce qu'on appelle une lecture diatonique de l'actualité. Ce n'est pas un gros mot.
diatonique, c'est une lecture qui combine l'espace et le temps. Quand j'ai parlé de Serval, j'ai dit c'est la première intervention directe de la France en tant que grande puissance dans sa zone, son précaré africain, depuis l'affaire de la guerre d'Algérie. Donc j'ai dû aller, mais pourquoi il y a eu Serval? Il y a eu ça. Donc elle était jugée sur sa capacité à se comporter en 2010 en tant que grande puissance, d'autant plus condamnable qu'elle est à l'origine de la déstabilisation du Mali par Ansar ad-Din via le Qatar, l'allié de Sarkozy, qui a déjà été condamné. Ça, c'est ce que prochainement, j'aimerais qu'on parle prochainement. En tout cas, si tu trouves un peu de temps pour le guépard.net, j'aimerais qu'on parle de ce phénomène des djihadistes que tu avais bien brossé pour moi. J'aimerais faire partager cette information par les internautes du guépard.net, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Les causes semblent floues et je pense que prochainement, nous aborderons cette question. Pourquoi la multiplication des djihadistes en Afrique ou dans les pays, maintenant ce n'est plus maintenant dans le Sahel. Pourquoi cette multiplication alors que la France est là, beaucoup d'autres pays sont là? Comment les groupuscules arrivent à prospérer dans ces zones-là? C'est ce que nous allons voir prochainement. On va prendre rendez-vous le 30 juin, dans 15 jours. D'accord, 30 juin, okay. C'est promis. Et je vais vous dire, soyez à l'écoute de Guépard.net, parce que lorsque la France est intervenue, il y avait 10 organisations djihadistes. 20 ans après, il y a 50. 50, voilà. Djihadistes. Vous avez compris? Oui. Mais, entre-temps, il y a eu 50 compagnies militaires privées occidentales en Afrique pour combattre les djihadistes. Donc, c'est un chiffon rouge. Plus ils voient des Occidentaux, plus il y a des possibilités de prise d'otages, plus on multiplie. C'est comme un phénomène de prolifération cancéreuse. Plus il y a des compagnies militaires privées, c'est des mercenaires. Au lieu que ce soit de l'armée régulière américaine, les anciens soldats américains, à la retraite, on les donne dans une compagnie privée, ils combattent sous une forme de mercenariat. On donne rendez-vous fin juin. Voilà, le 30 juin. Pour ce rendez-vous. 30 juin, d'accord. Mais donc, les angles morts de la politique, c'est ça. Combiner l'espace-temps et l'histoire et la géographie. Quand vous faites ces deux coordonnées-là, vous avez une lecture très fractale de l'actualité et vous ne vous trompez jamais. Mais le problème, quand vous parlez comme moi, en France, ça va être agacé que vous soyez critique. On va dire c'est un anti-français. Oh non, il n'est pas... la plus grande insulte au journalisme français, on a souvent dit de moi, en France, il n'est pas contrôlable. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il va dire. Et on ne peut pas, quand on lui téléphone, penser ce qu'il va dire, savoir s'il peut modifier un peu son raisonnement. Ça veut dire, je ne suis pas contrôlable a posteriori et a contrario. Beaucoup de journalistes sont contrôlables en France, c'est-à-dire qu'ils écoutent la voix de leur maître, ce qui ne sera jamais le cas dans les conversations, les rendez-vous bimensuels de René Nabar avec Ibrahima Makera, Souri Makanera à Guépard.net. Rendez-vous à la fin du mois de juin ou début juillet, à votre convenance. Merci beaucoup René Naba. Donc le rendez-vous est pris devant le public fin juin, début juillet plus tard. Nous allons avoir cet entretien qui me semble être très très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations à divulguer. Merci René Naba et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, c'est ici que prend fin notre entretien et comme l'a si bien dit René Naba, le 30 juin ou en tout cas la première semaine du juillet, nous reviendrons très largement sur ce phénomène djihadiste qui est dans le Sahel. Merci beaucoup et à très bientôt.